flow yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection que reçoit ce dimanche Jean-Pierre Senghor. Monsieur Senghor, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Bargumar, c'est un plaisir d'être là. Alors, Jean-Pierre Senghor, agroéconomiste, vous avez été le premier coordonnateur national du PRODAC. En parlant de PRODAC, retenez le programme des domaines agricoles communautaires. Oui, vous avez un PhD en agroécologie, agroéconomiste que vous êtes. Jean-Pierre Senghor, le PRODAC, oui, finalement, frustration, regret. Oui, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Moi, je voulais d'abord que vous me permettiez de saluer vos auditeurs et de dire ma joie d'être là dans cette radio qui vraiment a gagné ses lettres de noblesse dans le landerneau des médias du pays. Et vraiment, et vous remercier sincèrement de cette invitation. C'est vrai que vous évoquez la question du PRODAC. Depuis 8 ans que j'ai été viré de ce programme parce que j'ai été viré. J'ai été vraiment viré proprement. Pourquoi? Pour insubordination, mais Bayoumar, si vous le permettez. Oui, mais d'abord, avant justement. Oui, mais d'abord, je suis d'accord. Non, mais Jean-Pierre, dites-nous finalement par rapport à ce programme dont il est question aujourd'hui, regret, déception ou finalement non, c'est ce que je vais vous dire. Oui. C'est ce que je vais vous dire. Je vous dis non, vous avez parfaitement raison. Je suis absolument en phase avec tous les mots que vous avez utilisés. Regret. Et moi, je vais rajouter. Oui. Énorme gâchis. Énorme gâchis. Ce programme était et reste toujours, je l'espère, un des plus beaux projets de ces 30 dernières années. Franchement, la création d'emplois, augmentation de la base productive, mettre la connaissance avec les jeunes à l'intérieur de ces incubateurs que ce programme a voulu mettre en place. En tout cas, moi, je suis, un tout petit peu peiné, même beaucoup peiné, de voir à quel point ça a été un gâchis. Mais si vous le permettez, je voudrais prendre l'engagement de revenir ici et d'en parler en long et en large. Ça fait 8 ans que je suis parti de ça. Personne ne m'a jamais entendu dire un seul mot dans quelque médium que ce soit. Mais je veux simplement que, comme je l'avais fait à l'époque quand j'ai été viré sur la base de fausses informations, j'avais réservé la primeur au chef de l'État de l'époque. Et je suis allé lui dire exactement ce qu'il en était avec un dossier complet. Donc avec les nouvelles autorités qui sont arrivées, vous savez, nous nous sommes rattachés directement au cabinet du Premier ministre. Donc je réserve la primeur de l'information à l'autorité. Et quand j'aurai fini de lui donner tous les éléments et de lui expliquer les tenants et les aboutissants de ce beau projet qui a été plombé et que j'espère qu'ils pourront relever, et je l'espère de tout mon cœur, à ce moment-là, je reviendrai, je vous le promets. Oui, en tout cas, oui, l'engagement est pris. Justement, ce sera le moment venu d'expliquer en quoi et en long et en large sur les enjeux de ce projet. Oui, mais justement, vous êtes aujourd'hui là parce que vous devez nous parler de la situation alimentaire au Sénégal. Absolument. Oui, dites-nous, quelle est la situation à l'heure actuelle de l'alimentation au Sénégal? Écoutez, j'en parle avec beaucoup d'engagement et d'intérêt parce que c'est un peu de notre cœur de métier aujourd'hui. Nous avons, donc comme vous le savez, le SOC-NESA, c'est le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, qui est le bras... Vous êtes le secrétaire exécutif, je suis le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Exactement. Donc j'explique que le SOC-NESA
est le bras séculier du Conseil national de sécurité alimentaire, qui est une instance créée en 1998 et qui est présidée par le Premier ministre. Voilà. Et dans ce Conseil national, évidemment, il y a des acteurs, une quinzaine de ministères, la société civile, les PTF, etc. Donc nous, on joue un rôle de bras séculier. Et notre mission, c'est un peu d'assurer la coordination, le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire au nom et pour le compte du Conseil national de sécurité alimentaire. Il y a une stratégie nationale de sécurité alimentaire qui a été adoptée par le Sénégal en 2016. Au titre de la mise en œuvre de cette stratégie, en 2017, un programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience PNASAR a été validé par le gouvernement et c'est celui-là que nous mettons en œuvre. Et au titre de la mise en œuvre de ce programme, nous avons 2 fois par an des enquêtes que nous menons sur l'ensemble des 46 départements du Sénégal. Pour établir un rapport. Exactement. Et en fait, ces enquêtes nous permettent de tâter le pouls de la situation alimentaire des ménages. Parce que notre intérêt territorial, c'est le département. C'est les départements que nous analysons. Et l'entité sociale que nous analysons, ce sont les ménages. Et pour faire court, et on reviendra certainement dans les détails, aujourd'hui, à l'issue du dernier cas d'harmoniser, parce que nous utilisons un outil qui a été conçu par le SILS, qui est commun à 17 pays, d'un réseau qui s'appelle le réseau de prévention des crises alimentaires, le LPCA, et c'est 17 pays, les 15 de la CEDEAO, plus la Mauritanie et le Tchad. Et ce sont ces 17 pays qui partagent ces outils que nous utilisons pour pouvoir analyser et déterminer non seulement les zones à risque, mais également estimer les populations en insécurité alimentaire. Lors de la dernière analyse qui s'est tenue en mars dernier, en fait, cette analyse du cas d'harmoniser nous permet de réunir tous les acteurs et pendant une semaine, nous planchons sur les chiffres que nous sortons des enquêtes. À l'issue des enquêtes, voilà, nous réunissons tout le monde. Alors, à l'issue du dernier cas d'harmoniser, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les zones à risque, je vais vous expliquer simplement que nous, c'est classé sur une échelle allant de 1 à 5. 1 étant la situation normale, et 5 étant une situation de catastrophe. Alors, mais on va se limiter sur 1, 2, 3. 1, ça veut dire que tout va bien, les populations arrivent à s'alimenter sans aucun problème. 2, les populations sont sous pression. Quand on est sous pression, évidemment, on peut s'alimenter, on peut avoir accès à la nourriture, mais on ne peut pas se permettre d'autres dépenses. Voilà. Et crise, c'est vraiment que la population n'arrive pas à se nourrir correctement et si on ne les aide pas. Alors, les derniers résultats que nous avons, vous avez tous ici, les documents qui sont là, je vais vous les passer après, nous indiquent que sur l'ensemble des 45 départements, en période courante, mars, avril, mai, sur l'ensemble des 46 départements, nous avons à peu près 278 000 personnes au Sénégal qui seraient en phase crise. 2% de la population. Exactement. 2% de la population qui seraient en phase crise. Et lorsqu'on fait ça, on ne se limite pas à la période courante, on se projette à la période de soudure où vraiment les stocks sont rares et la situation devient de plus en plus difficile. Si rien n'est fait, à partir de mai, juin, juillet, août, le chiffre passerait de 278 000 à 500, presque 520 000. C'est-à-dire de 2 à 3%. Exactement. Voilà comment on arrive à identifier les zones à risque. Alors, et puis, les départements qui sont classés en crise, à ce moment-là, si rien n'est fait, c'est Salémata qui risque d'entrer en crise, 6 000 personnes, et Goudiri, 35 000 personnes. En phase courante, là, en période courante, aucun département n'est répertorié en crise. Quelles sont les zones vulnérables?
Écoutez, bon, on peut dire que le pays a des zones où on a des situations récurrentes d'insécurité alimentaire. Mais nous avons des outils qui nous permettent quand même, de façon, on va dire, très rigoureuse et formelle, sur la base de paramètres, sur la base d'indicateurs, de pouvoir identifier là où ça ne va pas. Mais on peut considérer que la zone nord, souvent, revient de façon récurrente. Mais depuis quelques années, avec les actions, c'est quoi? C'est Podor, c'est Goudiri, c'est Ranérou, c'est Matam, etc. Voilà les zones qui, d'habitude, ces dernières années, étaient toujours répertoriées en phase crise. Mais depuis quelque temps, on voit que ces départements-là ne sont pas dans nos analyses, malgré que, parce que effectivement, c'est pas parce qu'un département n'est pas colorié orange, parce que quand c'est colorié orange, c'est des couleurs qui déterminent un peu la situation alimentaire. C'est pas parce que Podor ou Dakar même n'est pas répertorié orange qu'à l'intérieur de ce département, il n'y a pas de gens qui sont en insécurité. On a des chiffres ici. Pékin, on connaît les chiffres Pékin, Guédiawaye, oui, même Plateau. On a identifié des gens, on a les chiffres des personnes qui sont effectivement en situation de crise. Si elles ne sont pas aidées, soit par les familles, soit par l'État même, risquent de se retrouver dans de grosses difficultés. Oui, c'est quand même aujourd'hui, à partir de la carte, déterminer les zones qui sont en phase de crise. Vous savez, c'est périodique. Et nous avons 2 analyses par an. La dernière analyse nous donne 2 zones, 2 départements, pas plus. Salémata. C'est Goudiri et Salémata qui ne sont même pas encore en crise, qui risquent de tomber en phase crise si rien n'est fait. Or, lorsqu'on a terminé ces analyses, lorsqu'on a déterminé les zones dites à risque, lorsqu'on a fini de faire la cartographie de la situation alimentaire du pays, nous savons exactement là où il faut agir, avec qui et comment. Et on élabore ce qu'on appelle le plan de riposte, dont un des documents est là. Et le plan de riposte permet d'intervenir rapidement. Pour nous, vous savez, la sécurité alimentaire se mesure à l'aune de 3 piliers. Le pilier disponibilité de produits agroalimentaires, le pilier accessibilité aux produits agroalimentaires et le pilier utilisation. Voilà. Une analyse situationnelle aujourd'hui vous renseigne quoi? Alors, vous savez, ça évolue parce que l'analyse qui s'est faite au mois de novembre a donné autre chose. L'analyse qui s'est faite là, nous donne 2 zones sur lesquelles on peut se concentrer. Goudiri d'urgence, Salémata et Goudiri. Alors, en réalité, le fait qu'un département soit identifié ou colorié orange et identifié, parce que ce sont des chiffres, c'est des seuils. C'est des seuils. À partir de 20% de la population qui n'arrive pas vraiment à s'en sortir avec des paramètres que nous avons, des indicateurs que nous avons, elle peut être déclassée. Donc, quand on dit Goudiri, aujourd'hui, si rien n'est fait, à partir du mois de juin, tout le département va entrer en crise. Ça veut dire qu'à partir du mois de juin, plus de 20% de la population de Goudiri, si vraiment on ne bouge pas, cette population ne peut pas s'alimenter correctement. Vous voyez? C'est ça. Et c'est pour ça que, effectivement, des mesures sont prises. Salémata, c'est la même chose. Or, ce n'est pas normal. Que Goudiri, on a suffisamment d'une pluviométrie intéressante. On est sous des isoètes qui dépassent parfois 700-800 mm par an. Kédougou, on est à plus de 1000. Salémata, ce n'est pas normal que cette zone, qui est une zone de forte production, eh bien, qu'on retrouve des populations en insécurité alimentaire, presque chronique dans cette zone-là. Pourquoi? Prenons Kédougou de façon générale, Salémata, qui revient souvent. Vous n'êtes pas sans savoir que les producteurs qui, pendant l'hivernage, sont censés se concentrer sur les productions. La plupart des forces vives, la force vive de Kédougou et de Salémata, ça donne à autre chose. L'orpaillage. Voilà. Toute la force vive qui aurait dû se concentrer sur l'agriculture, la production, apporter de quoi manger dans les ménages, préfère aller se concentrer sur des djouras, qui sont ces zones d'orpaillage traditionnelles. Et le temps de se rendre compte que l'hivernage est parti et que vous n'avez rien trouvé, vous revenez, vous n'avez plus rien. Donc il faut s'attaquer à cela. C'est une des raisons qui font que dans cette zone, les populations sont souvent
en situation d'insécurité alimentaire. Et c'est paradoxal. Dans l'enquête, Oui. est-ce que l'approche genre est ressortie? Quelle est justement la catégorie la plus touchée? Oui, c'est-à-dire que vous savez que la pauvreté est davantage une pauvreté féminine et l'insécurité alimentaire aussi touche davantage les ménages qui sont portés par des femmes. Mais dans le même temps, vous savez que la plupart des zones, dans certaines zones du sud, Kédougou c'est pareil, Goudiri c'est la même chose, les femmes occupent une place de choix dans les travaux champêtres. Voilà, dépendamment des communautés. Et donc c'est pour ça que de temps en temps, pas de temps en temps, dans les actions voilà, les actions ciblées, on privilégie les dames. Vous comprenez? Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlera un peu des actions que nous menons, on reviendra sur ces éléments-là. Justement, dans une région comme Dakar, dans le département de Dakar, on a identifié Pékin, mais aussi Guédiawaye. Vous avez parlé tout à l'heure des plateaux. Oui. Oui. Ah oui, quelle est l'ampleur dans ces zones? Bah, écoutez, oui, c'est-à-dire que comme je vous dis, Dakar n'est pas en crise, Pékin n'est pas en crise, Guédiawaye non plus n'est pas en crise, mais si je prends les éléments que j'ai ici... Il y a des poches. Ah oui, on prend le département. Hein. Oui, on prend le département parce qu'on fait des enquêtes dans Dakar, hein, les 3 départements. Alors, si vous prenez Dakar, vous avez 23 000 personnes. Touchées. Ah oui, 23 000 personnes qui sont répertoriées crise. Pourtant, on est à Dakar. Vous prenez Guédiawaye. Il y a 11 000 personnes qui sont répertoriées crise. Rufisque, 8 000 personnes. Pourtant, le département apparaît en vert. Oui. Ça veut dire que les seuils ne sont pas atteints. Vous voyez, les seuils de 20% ne sont pas atteints pour pouvoir déclasser. Ouais, donc, cela ne mais il y a des pas personnes. Cacher la réalité. Non, la réalité est là. Il y a des personnes qui sont. Mais vous allez à New York, vous allez à Paris, vous allez n'importe où. Il y a des gens qui sont en insécurité alimentaire. Mais c'est les proportions qui font que. Voilà. Est-ce qu'il faut se concentrer? Est-ce qu'on peut aider tout le monde? Les chiffres que je vous ai donnés concernent tout le pays. Donc, quand on fait un plan de riposte, on a 2 choix. Le premier choix, c'est de dire, écoutez, on a des départements qui sont les plus en urgence, en fait. Bon, il ne faut pas que j'utilise le mot urgence parce que ça signifie quelque chose de précis dans le langage de la sécurité alimentaire. Mais disons que nous avons peur d'utiliser le mot. Non, urgence, c'est autre chose, parce qu'il y a urgence famine. Écoutez, c'est il y a crise, urgence, famine, ça c'est les cas extrêmes. C'est pour ça que quand je dis urgence, c'est pas le mot. Je veux dire, si on privilégie les départements qui sont répertoriés crise, on dit on agit sur ces 2 départements-là. On touche les populations qui sont concernées, c'est 42 000 personnes. Ou on dit, écoutez, on va essayer d'agir un peu partout. Voilà. Et c'est des budgets qui sont quand même assez importants. Donc pour résumer de façon globale, c'est 2% de la population sénégalaise qui risque d'arriver à 3%. Voilà les chiffres. Sur ce point précis de l'insécurité alimentaire. Le Sénégal n'est pas un pays en insécurité alimentaire. Si le Sénégal était un pays en insécurité alimentaire, ce ne serait pas 2%, 3% de la population, ce serait 20%. Le jour où 20% de la population serait en crise, là, tout le pays serait en insécurité alimentaire. Donc, ça ne veut pas dire que tout va bien, puisque voilà, il y a des gens qu'il faut accompagner, qu'il faut, etc. Et qu'il faut travailler à ce que cette question de l'insécurité alimentaire soit derrière nous, bientôt. Pour un pays qui tend à l'émergence, il faut absolument y travailler. Mais justement, le lien avec les maladies chroniques non transmissibles, vous le savez vous-même, on vous a invité en 2021 à un grand... disons, rendez-vous sur ce que nous avons appelé les prospectives alimentaires du Sénégal. Là, on est en train de toucher le pilier 3 de la sécurité alimentaire. Parce que une chose est de disposer de produits alimentaires en quantité suffisante pour nourrir la population. L'autre chose, c'est de pouvoir permettre à la population d'y accéder. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès. Voilà, qui n'ont pas accès. Oui, de façon saine, il y en a qui n'ont pas accès. Il y a des zones qui sont excédentaires, il y a des zones qui sont déficitaires. Il faut faire en sorte que voilà, tout le monde ait accès. Exactement. Donc, ensuite, il faut que les gens puissent s'alimenter correctement. C'est l'utilisation qu'on fait de ce qui est disponible et ce qui est accessible. C'est là où le lien doit être fait. Et en 2021, nous avions réuni une 50aine de chercheurs et qui travaillaient sur ce que nous avons appelé les prospectives, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de faire de notre population dans les années qui viennent par rapport à ce que nous consommons. Pourquoi? Parce que le constat
qui est fait par les experts, les médecins, diabétologues, néphrologues et tout, voilà, donne froid dans le dos. Oui. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à un développement fulgurant de maladies chroniques. Et on soupçonne, je dis bien on soupçonne, que notre mode d'alimentation y est pour quelque chose. C'est clair. Et la façon dont on s'alimente est également ce que nous avons. Et c'est la réalité. Oui. Donc quand vous prenez le taux glycémique du riz, c'est quand même quelque chose d'assez important. On mange beaucoup de riz. Donc, les céréales de façon générale. Voilà, mais en réalité, le Sénégal, on s'est rendu compte, et c'est cette étude-là, l'étude qui a été faite par l'UCAD, par un laboratoire, le LARTES, a sorti des résultats qui nous ont valu des félicitations quand même de l'autorité. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que si on n'y prend pas garde, dans les 20 ans, 30 ans qui viennent, nous risquons de fabriquer des malades de la mauvaise alimentation, des diabétiques, des hypertendus, parce que, bon, voilà, on mange trop salé, trop sucré, et le fait de maîtriser sa propre alimentation tient d'abord de maîtriser ce qu'on produit. Parce que si vous consommez des choses que vous ne connaissez pas, comment le riz a été stocké, ou dans quelles conditions, les produits que nous achetons et qui nous viennent de l'extérieur, l'aliment de qualité, c'est l'aliment de proximité. Donc le lien est vite fait. Donc attention, de plus en plus, les consommateurs se préoccupent de ce qu'ils ont dans leur assiette. Et c'est une des tâches majeures à laquelle nous livrons en ce moment au SOCNSA, parce que c'est notre cœur de métier également. Une chose est de lutter contre la sous-alimentation, l'insécurité alimentaire. Une autre est de lutter contre la malbouffe également. Absolument, ça c'est une catastrophe. C'est la double, comment disent ça, les nutritionnistes ont un mot qui est très simple, c'est-à-dire que le double fardeau de la sous-alimentation et de l'insécurité alimentaire. Vous comprenez, ou de la suralimentation. Les gens s'alimentent très mal. Voilà, nos enfants aujourd'hui, souvent, vous faites un bon, je sais pas moi, un nieri bouna pour les peuls, les enfants disent on va commander. Vous comprenez? Vous faites un bon couscous pour les serrères, ils disent on va commander. Ceux qui commandent, ils ne savent pas ce qu'ils commandent. C'est de la malbouffe. Et donc ça aussi, c'est un aspect qu'il faut bien regarder pour éviter que d'un côté, on ait des gens sous-alimentés, mal alimentés, et de l'autre côté, des gens suralimentés, mal alimentés. Alors, finalement, Jean-Pierre Senghor, invité d'Objection, pour rappeler que vous êtes agroéconomiste, mais vous êtes là également parce que vous êtes le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Oui, venons-en justement à la riposte. Aujourd'hui, quelle stratégie pour relever le défi de la sous-alimentation? J'ai dit souvent à mes collaborateurs, et puis de toute façon tous les acteurs avec qui je travaille, je leur dis souvent, je ne suis pas intéressé par le serpent qui passe et que je tape sur les traces du serpent. Il faut aussi éviter que notre stratégie soit une stratégie de réaction. Il faut agir sur les causes profondes de l'insécurité alimentaire. D'anticipation. D'ailleurs, vous faites bien de le dire, nous sommes une entité de veille et d'alerte. Veiller, assurer la veille et l'alerte veut dire qu'il faut effectivement préparer les instruments de l'action d'anticipation. Et quand une population est en phase crise, il n'y a rien à faire, il faut leur venir en appui. Mais on ne peut pas continuer comme ça à distribuer du cash, à distribuer des vivres, dans un pays où on a tout ce qu'il faut pour justement assurer la sécurité alimentaire et notre souveraineté. Et donc à ce titre, nous avons développé depuis que je suis à la tête du SOCNSA, dans le cadre du PNASAR, Programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience, un programme de construction de la résilience de nos terroirs, de construction de la résilience de nos ménages. Ce n'est pas acceptable que l'État puisse tendre la main tout le temps pour que les bailleurs, les partenaires puissent venir en aide à nos populations. Je dis souvent à certains de nos partenaires, écoutez, qui s'alarment, oui, bon, l'État est... Je dis, vous ne pouvez pas vous préoccuper plus que nous du sort de nos populations. La sécurité alimentaire est une question stratégique. C'est une question de souveraineté. De souveraineté, finalement, oui. Absolument. Oui. En quoi? Donc, écoutez, parce que simplement, un pays qui n'arrive pas à se nourrir, qui n'arrive pas à sécuriser l'alimentation de sa population, est un pays qui n'est pas souverain. Voilà. Lorsque l'insécurité alimentaire prend pied dans un pays, vous avez du mal à
parler de votre souveraineté. Alors déclinez-nous les stratégies de riposte. Donc aujourd'hui, la riposte, c'est 2 phases. Quand quelqu'un est en urgence, quelqu'un est en phase crise, il faut l'aider. Comment? Mais dans le même temps, non mais l'aider, bah écoutez, celui qui est en phase, vous n'allez pas en phase crise, vous n'allez pas lui dire écoutez, vous n'allez pas lui parler de projet, il ne va pas vous écouter, il veut que vous l'aidiez. Vous l'aidiez, c'est du cash transfert qui est fait, on envoie de l'argent. En fait, c'est pas nous qui le faisons, mais il y a une entité qui le fait. Nous, notre rôle, c'est d'identifier les zones à risque, c'est d'identifier les populations qui sont en phase crise qu'il faut accompagner. Puis le plan de riposte qui est élaboré est soumis à l'autorité. C'est fait déjà. Et pour que la décision soit prise. Mais puisqu'il faut anticiper, travaillons aussi avec des bailleurs, le système des Nations Unies, notamment le PAM, l'UNICEF et tout, qui, eux, voilà, le programme alimentaire mondial, qui est dans le comité de mise en œuvre du plan de riposte. Et par exemple, pour donner des cas concrets, pour ce cas précis, le programme alimentaire mondial dit « Je prends en charge tout Salémata, les 6000 personnes. Je prends en charge tout Goudiri. » Oui. Bon, c'est bien beau que ce soit un partenaire qui le fasse, c'est leur cœur de métier. Voilà, eux, ils s'occupent d'humanitaire. Mais fort heureusement, au Sénégal, nous avons un Fonds national de solidarité. Et qui aujourd'hui commence à travailler sur la base de nos... Ils participent un peu au cadre harmonisé. Et à l'issue des résultats du cadre harmonisé, c'est eux qui prennent en charge aujourd'hui la riposte pour accompagner les populations en crise. Et c'est pour ça que là, à partir de ce mois, le Fonds national va aussi accompagner les populations qui sont répertoriées en crise, au-delà même des 2 départements. Avant l'échéance juin. Avant juin, avant la fin du mois. Parce que là, voilà, c'est tout de suite qu'il faut le faire. Imminent. C'est imminent. Il ne faut pas attendre. Donc le Fonds va s'en occuper et le PAM vient accompagner le Sénégal. Donc lundi, nous avons une réunion pour leur dire attention, il n'y a plus à attendre. Heureusement que le PAM a l'argent. Le Fonds a également l'argent qui est déjà sur place. Donc ils vont intervenir à partir de la fin de la semaine prochaine. Donc l'alerte est là, l'anticipation est là. Mais ça ne suffit pas, M. Bayoua. Ce qu'il faut maintenant, c'est comment apporter une réponse structurelle à cette question. C'est surtout ce qu'il faut. Eh oui. Il faut qu'on règle une bonne fois pour toutes ces questions d'insécurité alimentaire. C'est pour ça que dans le PNASAR, nous avons ce que nous avons appelé les nouveaux terroirs résilients. Je vous ai dit comment construire des terroirs résilients, qui résistent au choc. Aux chocs, disons, alimentaires, des chocs économiques, des chocs exogènes qui mettent des populations en difficulté. Et endogènes. Et endogènes, oui, bien sûr. Très rapidement, ce qui est proposé comme réponse économique, réponse durable, c'est d'accompagner les ménages qui sont aux prises souvent avec l'insécurité alimentaire à avoir des instruments de production de ce qu'ils consomment. C'est des hectares, c'est des fermes familiales résilientes au plan local. Et nous l'avons démarré. Je profite de ce micro pour remercier l'Union européenne qui nous a accompagnés depuis l'année dernière à financer ce que nous avons appelé les fermes familiales, les exploitations familiales résilientes. En 2 mots, c'est quoi? Ce sont des exploitations familiales qui sont octroyées à des ménages. Des ménages de femmes, prise en compte justement de cette question genre, des femmes qui sont propriétaires de ces fermes-là. À quelle échelle? 1 hectare. Dans cet hectare-là, vous avez 3 systèmes de production. Vous avez une serre de 200 mètres carrés qui peut booster votre production et protéger vos cultures. Vous avez fait de la tomate, par exemple, ce qu'on a fait là-bas, dans le sud. Sur 200 mètres carrés, la dame a récolté plus de 2 tonnes. Vous comprenez, plein champ, ça vous fait plus de 100 tonnes à l'hectare. Vous avez plein champ, également, elles font ce qu'elles ont envie de faire pour pouvoir s'alimenter. Elles font du piment, elles font du gombo, elles font des aubergines, etc. Elles font du maïs. Bref. Mais il y a aussi le système de production animale. Elles ont un espace, une bergerie. Elles ont un poulailler. Tout est solaire. Il y a une source d'eau. Parce que, je vais vous dire, dans ce secteur-là, l'intrant numéro 1, ce n'est pas la terre, c'est l'eau. Et l'eau doit être mobilisée par ce que nous avons le plus cher, et ce que nous avons en abondance chez nous, c'est le soleil. Donc, utiliser ces énergies renouvelables, donc le solaire, tout est solaire. Le système d'exode est solaire. Donc, cet hectare-là permet à ce ménage de 8 personnes
de pouvoir s'en sortir pour de bon. Oui, et pour de bon. Oui, mais ces zones manquent aussi de poissons, quelque part. Oui, non, mais non, mais justement, Oui. j'ai oublié que dans cette exploitation, production dont la pisciculture. Ah oui, oui. C'est important. Il y a 6 bacs de production. Une alimentation équilibrée. Absolument. Oui. D'ailleurs, elles ont commencé, la première génération a commencé à consommer son poisson depuis bientôt 4 mois. Alors, donc, voilà. Oui, Jean-Pierre Senghor, ça c'est une solution. Oui, vous avez été formé à l'école nord-américaine. On y voit, par exemple, du point de vue expérimental, dans des zones où on peut développer à la fois de la pisciculture, on peut y trouver de la production animale. Est-ce que finalement, ici au Sénégal, parce que je vous entends souvent dire, oui, nous remercions justement l'Union européenne, dans un pays où les opportunités ne manquent pas finalement. Le lien est fait avec notre système agricole. Comment comprenez-vous cela? Écoutez, vous faites bien de dire ça. La question s'adresse à l'ingénieur. Vous faites bien de dire, oui, vous remerciez l'Union européenne. C'est-à-dire que, comme je vous dis, vu que c'est une question qui est de souveraineté, c'est à l'État de prendre le taureau par les cornes. Devons effectivement, et c'est fort heureux que les autorités nouvelles mettent l'accent justement sur cette souveraineté alimentaire. Écoutez, nous sommes un pays où nous avons de l'eau, Bayoumar. Nous avons beaucoup d'eau, nous avons beaucoup d'eau, nous avons beaucoup plus d'eau que beaucoup de pays qui nous donnent à manger. C'est scandaleux. Rien que la vallée du fleuve Sénégal, c'est 1700 km d'eau douce. 240 000 hectares sur la rive gauche seulement. Qu'est-ce qu'on en fait? La question, elle est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Où sont les producteurs? Qu'est-ce qu'on a investi dans ce secteur-là, vraiment de façon structurelle, pour faire de l'agriculture un moteur de notre croissance? Il faut maîtriser l'eau. Il n'y a pas que la vallée du fleuve. Est-ce que vous savez que le delta qu'on a connu ces 2 dernières années dans la production de riz, le delta, c'est-à-dire le surplus qu'on a obtenu, n'est pas du fait de la vallée du fleuve Sénégal, mais de ce que vraiment l'ISRA, qui a travaillé avec toutes ces institutions, Africa Rice, avec ces nouvelles variétés de riz, les bas-fonds de la Casamance ont produit beaucoup de riz. Et ça montre que c'est tout à fait possible. Nous avons de l'eau, nous avons des terres qui ne sont pas exploitées. Pourtant, le paradoxe, c'est que voilà un pays qui a autant de terres. La disponibilité est là, mais c'est l'accès qui pose problème. Vous, Bayoumar, aujourd'hui, vous vous réveillez, vous dites j'ai 2 milliards. Je veux investir, je veux mettre ces 2 milliards sur 100 hectares, pas loin d'ici, ou je ne sais pas où, n'importe où dans ce pays. Je vous assure que c'est des levées de boucliers. Des gens qui vont se réveiller pour dire oui, mais il n'a pas le droit de toucher à ça. Ça, il faut qu'on trouve une solution à ça. Il faut permettre aux privés nationaux d'accéder à la terre, qui ont envie d'investir dans ce secteur-là, de le faire, parce que l'argent appelle l'argent. Il n'est pas possible de développer ce secteur-là sans y mettre beaucoup d'argent. Il faut investir dans la maîtrise de l'eau, il faut investir dans la connaissance. C'est pas un secteur où on voit quand on a échoué ailleurs. C'est un secteur économiquement. Ça demande de l'expertise. Absolument, ça demande de la connaissance. Oui, mais aujourd'hui, à l'heure justement des transformations climatiques, avec le réchauffement de la terre également, avez-vous l'impression que le combat contre l'insécurité alimentaire, justement pour un pays en développement comme le Sénégal, face aux enjeux climatiques, est bien positionné pour relever le défi de l'insécurité? Oui, je crois que c'est un débat qui aujourd'hui s'est invité dans tout ce que nous faisons dans ce secteur-là. C'est normal. L'eau est de plus en plus rare. Oui, l'intrant numéro 1 avant la terre, c'est l'eau en agriculture. Si vous avez de l'eau, on peut faire ce qu'on veut. Oui, qui devient le principal enjeu aujourd'hui. Ce sera l'enjeu et le défi de demain. Oui. Avoir de l'eau, pouvoir maîtriser l'eau, pouvoir l'utiliser à bon escient. Optimiser l'utilisation de l'eau pour qu'on puisse produire mieux. Est-ce que le monde, notre planète, produit suffisamment pour les 8-9 milliards d'individus d'Homo sapiens? La question est oui. La question est oui, c'est pas là le problème. Nous avons aujourd'hui suffisamment de produits agroalimentaires pour nourrir les 9 milliards, 8 milliards d'individus dans ce monde. Mais il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Voilà, il y a du business qui fait que, bon, voilà, des gens continuent à avoir faim, c'est pas normal. Mais pour répondre à votre question, oui, le réchauffement. Le réchauffement climatique est aujourd'hui effectivement un enjeu majeur.
on ne peut plus faire de l'agriculture comme le faisaient nos grands-parents. Insouciants, etc. On se réveille, on sème, on ne calcule pas. Aujourd'hui, on a accès à l'information climatique qui doit être utilisée comme un intrant, comme on utilise la semence, l'engrais. Si on a l'information climatique, on connaît un peu comment va se comporter la saison, si on va pour l'hivernage. On sait qu'il ne faut pas semer parce que dès les premières pluies qui ne sont pas des pluies utiles, parce que, justement, les pluies utiles vont s'installer à partir de telle période. On sait qu'il y aura des pauses pluviométriques. On a l'info. Il faut surtout effectivement... avec de plus en plus la météo qui Absolument, intervient. absolument. Nous travaillons avec justement les services météo et qui donne qui met à la disposition justement les informations climatiques nécessaires. D'ailleurs, nous avons le bulletin SAP qui va sortir tout à l'heure et qui va indiquer les informations météorologiques et nous diront l'hivernage, comment l'hivernage va se comporter. C'est comme ça qu'on peut savoir quelles sont les variétés qu'il faut anticiper. Si on sait que nous aurons en hivernage une saison des pluies qui va être peut-être écourtée, etc. Les conseils vont être donnés. Le ministère de l'Agriculture est en train de prendre les dispositions nécessaires pour cela, pour que des semences de qualité soient mises à la disposition des producteurs, pour que les engrais soient mis à la disposition des producteurs à temps, et que voilà, qu'on ne se laisse pas surprendre. On ne peut pas, au XXIe siècle, se laisser surprendre par les pluies. Ça requiert de la planification. Absolument, de la planification et du suivi, évaluation. Absolument. Oui, mais Jean-Pierre Seigneur, revenons-en toujours justement dans le cadre du lien avec l'agriculture également. Vous combattez l'insécurité alimentaire. Oui, le Premier ministre, lors du dernier conseil interministériel sur l'agriculture, a annoncé 23 recommandations. Absolument. De ce point de vue, vous, en tant qu'agroéconomiste, quelle perception avez-vous de l'orientation donnée par les nouvelles autorités dans la dynamique de la souveraineté alimentaire? J'ai été agréablement surpris de la clairvoyance avec laquelle ces mesures ont été prises. Ah oui, nous sommes dans ce secteur depuis des décennies. Et donc, quand on a lu les mesures d'urgence qui ont été prises et les instructions qui ont été données au ministre en charge de l'agriculture et des finances, de l'élevage et des finances, pour je pense que c'est vraiment le taureau est pris par les cornes pour anticiper, pour être dans la planification, pour ne pas se laisser surprendre. Et l'intervention même de l'armée. Absolument, je crois que... Dans la sécurisation du transfert des semences, par exemple. Parce que, bon, écoutez, ce que aux destinataires. Oui, vous savez, aux paysans. Je crois qu'ils sont totalement au courant, informés de comment ça se passe. Malheureusement, voilà. Les intermédiaires n'ont plus de place dans ce système. En 2012, lorsque on était au département de l'agriculture, j'étais en charge justement de la coordination des opérateurs qui devaient livrer les engrais. J'étais CT1. Et donc, c'était 30 milliards à l'époque qu'il fallait gérer. Et je m'étais amusé à dire à mon ministre de l'époque, je lui ai dit, écoutez, moi, je pense que c'était Benoît Sambou, le premier ministre de l'agriculture de l'ère Macky. J'étais son CT1 avant d'être son directeur de cabinet. Et donc, j'ai dit, on était arrivé au même moment que de nouveaux pouvoirs, mois d'avril et tout, et puis il fallait faire face à la campagne. Parce qu'il ne faut pas rater cette campagne agricole. Et donc, j'ai dit, mais moi, ça m'intéresse de voir quel est le processus de l'acheminement des intrants, aussi bien les semences que les engrais. Mais les engrais, c'est beaucoup plus complexe. Je veux savoir le kilo d'engrais qui est parti de Dakar et qui va être livré en Badaroum à Moussa Fatiam. Est-ce qu'il arrive? Quel est le pourcentage, justement, de ces intrants qui arrivent à Badaroum chez Moussa Fatiam? Mais c'est compliqué. Est-ce qu'on ne nous a pas virés pour ça? Ah oui? Bah oui, on a été viré du ministère de l'Agriculture longtemps. On n'est pas resté très longtemps. Parce que ce qu'on a pu voir, c'est qu'il n'y a pas plus de 11% qui arrivent. Tout le reste est siphonné. Comment ça? Siphonné par des intermédiaires. Oui, mais bon, justement, écoutez, ça prend une journée pour vous expliquer comment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se mêlent de ce secteur-là pour faire des affaires au détriment de nos producteurs. Tant que c'est comme ça, dans 20 ans encore, on sera là en train de nous lamenter. En tout cas, la volonté de changer exactement, elle est là. Pour vous?
Oui, elle est là, elle est affichée. Et je pense que c'est de très très bonnes mesures. De faire intervenir l'armée dans ce processus. Je ne sais pas si faire intervenir l'armée dans ce processus-là va changer quelque chose, mais pourquoi pas? Moi, je pense que ce que veut faire l'autorité, c'est de sécuriser, n'est-ce pas? De s'assurer que le kilo de durée de NPK, d'arachide, de riz va arriver à destination. Pourquoi? Parce que lorsque vous, la direction qui s'occupe un peu des statistiques agricoles, ADAPSA, fait ses prévisions de production, mais elle fait ses prévisions de production à partir de données. Nous avons livré tant de semences, nous avons livré tant de tonnes durée, de milliers de tonnes durée, tant de milliers de tonnes de NPK, nous avons distribué ça et ça, et voici les superficies qui sont censées être emblavées. Et on connaît les rendements lorsque les intrants sont appliqués correctement. Et c'est sur cette base-là. Si vous faites des calculs sur la base des distributions qui sont faites, et que les distributions ne sont pas faites correctement, et que ce siphonné par ailleurs, ça n'arrive pas aux producteurs, vos prévisions sont fausses. Sont faussées plutôt. Donc c'est pour ça que c'est important de sécuriser et de s'assurer que les chiffres qui vont sortir sont des chiffres qui se rapprochent le plus de la réalité. Si ce n'est pas le cas, bah, écoutez, on s'étonne après que voilà, on n'a pas ce qu'il faut, et que parce que bon, d'autres personnes ont d'autres visées que de oui, Jean-Pierre Senghor, il est aussi important de nous expliquer quel est votre rôle, vous, en tant que secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, justement, dans les recommandations qui sont annoncées par le Premier ministre. Oui, dans ce combat, vous y avez un rôle à jouer? Oui, nous avons un rôle, disons que... Surtout dans le cadre de la sécurité alimentaire. Oui, oui, alors, les deux sont liés, vous comprenez. Mais moi, ce que j'ai vu là, je crois que le ministre de l'Agriculture et son équipe, Agriculture et Élevage, sont en train de prendre toutes les mesures pour que le travail se fasse correctement et qu'on ait de bons résultats. Nous, en tant que sécurité alimentaire, nous avons on a un pan qui est vraiment spécifique. On veut s'assurer que dans le pays, qu'il n'y ait pas de zone d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire des zones où les populations n'arrivent pas à s'alimenter correctement, du fait d'une disponibilité insuffisante, du fait d'une accessibilité qui n'est pas correcte, du fait d'une utilisation de nos produits agroalimentaires qui n'est pas correcte. Donc ça, on est un pan de tout ce dispositif-là, qui est des exploitations familiales résilientes. C'est un peu notre participation à la réponse structurelle qu'il faut apporter à l'insécurité alimentaire et qui participe justement de tout ce qui est en train d'être fait pour assurer une souveraineté alimentaire. Vous avez parlé de sécurité familiale. À ce niveau, cela nécessiterait-il justement le développement d'une agriculture familiale, par exemple? Non, vous savez... Parce que la thèse, elle est développée par beaucoup de spécialistes. Tout à fait. Non, moi, je suis convaincu d'une chose, et bon, et je suis sûr que beaucoup de gens qui sont dans ce secteur-là... Mais ce sont les petits producteurs qui nourrissent le monde. Ce sont les petits producteurs qui nourrissent le monde. Expliquez-nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde entier, si on regarde les productions qui entrent dans les maisons et qui sont consommées, ce sont des petits producteurs qui le font. Et donc chez nous, ça ne peut pas être une exception. Il faut absolument qu'on remette l'exploitation familiale au centre de nos préoccupations dans ce secteur-là. C'est pour ça que sécurité alimentaire, nous avons mis en avant ces exploitations familiales que nous avons appelées résilientes. J'ai remercié l'Union européenne, il y a l'UEMOA aussi qui nous accompagne, mais l'État lui-même a pris un engagement, n'est-ce pas, pour apporter une réponse durable à cette problématique lancinante de l'insécurité alimentaire, d'apporter justement, à l'époque, au moins presque 10 millions d'euros, c'est-à-dire 6 milliards, pour mettre à l'échelle ces exploitations familiales. Vous savez, de la même manière qu'on subventionne des tracteurs, 1000 tracteurs, subventionnons sur 5 ans 1000 fermes, voilà, 1200, 3000 fermes. Cette question de l'insécurité alimentaire dans 10 ans sera derrière nous. Oui, vous l'avez dit, clair. Surtout dans le cadre de la réponse de l'assistanat à l'autonomie finalement. Absolument. Comment développer justement ce processus pour que ceux justement qui attendent d'être aidés deviennent
autonome finalement. La seule manière, c'est celle-là. La seule manière, apprenez à pêcher, apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson. C'est aussi simple que ça. Ce vieux proverbe chinois. C'est dans ça que nous sommes, c'est dans ça que l'État est aujourd'hui. En même temps qu'on aide ceux qui sont en urgence, qui sont en insécurité alimentaire, il faut parallèlement tout de suite investir dans l'autonomisation justement des populations les plus vulnérables, celles qui sont aux prises avec l'insécurité alimentaire, parce qu'il faut leur permettre de produire, de transformer ce qu'ils consomment. Parce que la souveraineté alimentaire, c'est pas simplement de produire les peut-être 1 800 000 tonnes, si on parle de souveraineté alimentaire, dans le riz par exemple. Parce que la souveraineté, elle est thématique. Donc si on prend le riz par exemple, on dit on va être souverain en riz sur un horizon temporel qui est précis. Mais il ne suffit pas simplement de produire le 1 800 000 tonnes de paddy dans le pays pour qu'on soit autosuffisant. Il faut avoir un dispositif de transformation de ce riz. Parce que si vous ne le transformez pas, si votre capacité de transformation de ce 1 800 000 tonnes ne dépasse pas 500 000 tonnes ou 1 million de tonnes, vous n'avez pas réglé le problème. Donc, oui, il faut que ces mesures qui sont prises, qui sont des mesures d'urgence, voilà, et je pense qu'elles vont contribuer un peu à asseoir une base solide de ces questions qu'il faut qu'on règle au fur et à mesure. Et pour un pays qui a la jeunesse qu'il faut, qui a les terres qu'il faut, qui a l'eau qu'il faut, qui a la volonté politique qui est affichée, qu'est-ce qui reste ? C'est le travail. Est-ce que nos jeunes sont prêts à travailler? Est-ce que nous, Sénégalais, nous sommes prêts vraiment à prendre le taureau par les cornes et de se mettre au travail? Oui, il y a des pays où... moi, je suis un petit fermier. Je vous dis, et je crée de l'émulation autour de ma ferme. Les jeunes qui se disent, mais dis donc, c'est possible alors. C'est possible de produire autant de riz, c'est possible de produire autant de maïs. On peut passer d'une malheureuse tonne à l'hectare à 4-5 tonnes à l'hectare, ne serait-ce qu'en jouant sur la rigueur de l'application de l'itinéraire technique. Vous savez ce qui décourage les gens dans ce secteur? Des gens qui plongent et qui croient qu'on y va comme ça. Il faut de la connaissance. Il faut de la connaissance. Et vous avez parlé des changements climatiques. C'est aussi de la connaissance. Et si vous y allez comme ça, vous plongez, vous n'avez pas mesuré tous les paramètres. Vous n'y mettez pas ce qu'il faut comme sérieux, comme rigueur. Vous vous découragez parce que vous n'avez pas de résultat. Vous n'avez pas de résultat. Donc, comme le dit la chanson congolaise, c'est l'argent qui appelle l'argent. Si les jeunes ne gagnent pas d'argent dans ce secteur-là, ils ne vont pas y rester. Pour gagner de l'argent, il faut non seulement investir, il faut de la rigueur, encore une fois, il faut de la connaissance, d'où la connexion qu'il y a entre nos instituts de recherche. Il faut faire de l'ISRA un véritable... la recherche doit être remise, on doit lui redonner ses lettres de noblesse. Il ne faut pas accepter qu'un pays comme le Sénégal, qui a besoin de ses fils et de ses filles dans le secteur de la recherche, que les chercheurs partent. L'ITA est là, oui. L'ITA aussi, il faut renforcer. Il faut qu'on ait un grand institut de recherche. Oui, mais il faut davantage d'investissement et un contenu un peu beaucoup plus fort. Et puis encourager les chercheurs. Il faut aller chercher les chercheurs. Il faut aller les chercher ailleurs, même s'il le faut. Il ne faut pas laisser partir nos chercheurs, il faut les garder et aller chercher ailleurs, ce qui peut nous permettre de développer très vite. Mais je pense que nous avons suffisamment ce qu'il faut. Vous prenez un pays comme le Brésil, quand on leur a dit vous ne pouvez pas faire pousser ceci, vous ne pouvez pas faire pousser cela, un des pères de la sécurité alimentaire là-bas, qui a été le papa de Grécia Diop, qui a été DG de la FAO pendant longtemps, a dit on va le faire. Ils ont créé un grand institut, IBRAF. Ils sont allés chercher des connaissances un peu partout. Les meilleurs chercheurs, ils sont allés les prendre. Et ce pays est passé en moins de 25 ans, 30 ans, d'un consommateur brut de produits alimentaires à un exportateur de produits alimentaires. C'est possible chez nous. À côté, le Cap-Vert, par exemple, dans le dessalement. Mais voilà. Oui, le dessalement, par exemple. Oui, on pense que c'est quelque chose de nouveau. D'extraordinaire. Mais le Cap-Vert dessale son eau depuis les années 50. Oui, ça veut dire que le génie humain est capable de faire face, même au changement climatique. Il faut simplement qu'il y ait de la volonté,
que l'autorité qui est en charge, donc le nouveau pouvoir, puisse vraiment montrer le chemin, et c'est ça qu'ils sont en train de montrer. Souveraineté alimentaire, c'est possible. Sécurité alimentaire, ça peut être une histoire réglée. Et c'est lié l'un dans l'autre. Absolument. Tout est interconnecté. Tout est interconnecté. Oui, mais justement, dans le cadre des recommandations, finalement, oui, il faut agir et vite agir pour le cas de Salamata, mais aussi... c'est réglé. C'est réglé. Oui. Le Fonds national de solidarité va intervenir là. On a une réunion lundi et ils interviennent immédiatement. Parce que s'ils interviennent, ces populations ne seront même pas en crise. C'est-à-dire que parce qu'on se projette. Donc les départements ne seront même pas coloriés en rouge, en orange. Donc c'est cette action rapide qui est intéressante, qu'il faut tout de suite. Un impératif. Un impératif. Oui. Eux, ils vont intervenir et c'est l'État qui prend le taureau par les cornes. Et pour les autres poches, par exemple, donc on a décelé des ailleurs comme Ravierou, par exemple, parce que quand on regarde, on va voir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont, quand vous regardez le chiffre là, à Ranérou, je peux vous le donner tout de suite, c'est quoi? C'est 9000 personnes. Bon, vous me direz, c'est lié aussi à la... C'est 9000 personnes, mais le fonds intervient là-bas. Même si le département n'est pas colorié, n'est pas répertorié crise. Voilà, ils interviennent. L'idéal, c'est d'intervenir un peu partout. Toutes les populations qui sont et les cibler et pouvoir les accompagner. Est-ce que vous avez les résultats des actions qui sont par exemple menées dans des zones avec les personnes concernées? Oui, c'est-à-dire que pour les années précédentes. Oui, ça on suit d'ailleurs nous. Il y a un comité national de suivi de la mise en œuvre du plan national de riposte. Actions sont, et oui, c'est suivi. Sont efficaces. Absolument, oui. D'ailleurs, c'est ça qui permet, c'est ça qui fait que justement. Vous avez un taux de réussite de combien dans les précédents? Alors, quand vous dites taux de réussite, c'est un peu compliqué à dire parce que ce qu'il faut, c'est par exemple si vous prenez une zone comme Ranérou, on a le nombre de personnes qui identifiées et que on mobilise un peu l'action de ces acteurs-là pour qu'ils viennent en aide. Il faut prendre tout le monde en charge. Il faut prendre tout le monde en charge. Si on prend les 9000 personnes en charge, on a réglé le problème à 100%. Okay? C'est pas le cas? Ah, c'est ce qui va être fait là. Et c'est ce qui va être fait à Salémata, c'est ce qui va être fait à comment dire, Goudiri. Mais peut-être que, bon, dans les zones il faut Pikine-Guédiawaye, pour le moment, oui, mais... Vous constatez tout simplement? Non, on ne constate pas. Bon, d'abord, c'est que le Premier ministre, disons, le cabinet, enfin, l'autorité a déjà le document. Et puis, bon, les mesures vont être prises. Peut-être qu'on ne pourra pas aider les 500 000 personnes immédiatement, mais il y a des actions par des partenaires, etc. qui sont... Et puis il y a les bourses familiales qui accompagnent beaucoup, qui aident beaucoup, qui aident beaucoup, parce que les populations qui sont répertoriées là en crise, c'est souvent des populations qui bénéficient, qui sont dans le registre national unique et qui bénéficient pour la plupart de la bourse. Finalement, donc ça apporte... oui, c'est finalement tout un programme qui nécessite une volonté et de l'action. Et puis l'action est là, et c'est cette action qui fait qu'on a des résultats sur le terrain, que la situation n'est pas pire. Attention, le Sénégal fait partie des pays, comme le disent les Québécois, où c'est pas pire. C'est pas pire. Oui, mais le constat voilà, est là. Le constat est là. Non, mais on peut pas. Oui, non, mais et que ça nécessite zéro, c'est-à-dire zéro risque n'existe pas. Voilà, mais quand vous regardez la sous-région, les pays qui nous entourent, je vous parle de 17 pays, mais je vous dis, nous sommes aux réunions de partage avec les autres pays du réseau, qui sont 17 pays du réseau. Mais le Sénégal s'en sort plutôt pas mal, à cause ou grâce aux actions d'anticipation qui sont menées par l'État. Et donc, il faut continuer dans ça. Mais encore une fois, ça ne suffit pas, je suis d'accord avec vous. Il faut apporter des réponses structurelles durables. Et ces réponses structurelles durables, c'est entre autres, c'est d'accompagner les populations qui sont aux prises avec l'insécurité alimentaire à produire, transformer et consommer ce dont ils ont besoin. Tout est dans la riposte. Tout est dans la riposte, tout est dans l'action d'anticipation et de la construction de la résilience. Voilà. Et la riposte, c'est conjoncturel. C'est conjoncturel, circonstanciel. La résilience, l'anticipation, la construction de la résilience, c'est de bâtir des remparts durables contre l'insécurité, et les fermes familiales participent de cette construction des remparts. Un dernier mot. Merci beaucoup de cette antenne qui m'a permis de développer, mais bon, vous savez, c'est un secteur qui est très vaste, et puis encourager un peu les jeunes
et leur dire que dans ce pays, on peut se construire, n'est-ce pas? Et il faut éviter de penser que l'Eldorado, c'est ailleurs. Voilà, l'Eldorado, c'est chez nous. L'Eldorado se trouve chez nous. Et c'est à eux de construire ce pays. Et nous avons aujourd'hui, vraiment, dans le sillage de ce qui s'est fait au cours de ces dernières années, des autorités qui, je pense, vont travailler à ce que les jeunes se retrouvent davantage. Vouloir, c'est pouvoir, si vouloir est en action. Merci Jean-Pierre Senghor. Merci à vous. Pour rappeler que vous êtes le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. C'était cela la thématique de ce dimanche. Dans Objection, notre invité a développé, anticipé et dégagé la riposte contre l'insécurité alimentaire. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Au revoir, à dimanche prochain avec un autre invité. Un grand bravo à l'équipe digitale, à la tête Aline Badra-Sossé. Gardez l'écoute, vous êtes sur la 98.5 place à mort de Faye, son invité. Au revoir et bonne écoute. ba benn xalaati politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faccee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé